Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on accueille une réalisatrice, une femme avec une plume incroyable. Ça fait des années qu'elle est dans le monde du cinéma et qu'elle réalise pas mal au niveau de l'écriture. Elle a réalisé un court-métrage avec un thème qui parle à énormément de personnes. Je pense que quand je mettrai le lien pour aller le voir, vous verrez par vous-même. Disponible sur... Canal+. C'est la classe, hein. Elle est originaire d'un pays qui sont connus pour avoir un talent fou dans l'artistique. Si je vous dis Mbotenayo, Ozali Malamou, je pense que vous savez de quoi je parle. Et... Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour la réalisatrice qu'on appelle Victoria Neto. Salut tout le monde. Salut. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est là que tu... Clap. Jingle, let's go. We'll make it clap. We'll make it clap. Comment tu vas, Victoria? Bah écoute, ça va. Je vais pas te mentir, j'étais un peu stressée en venant parce que me mettre en avant comme ça, je le fais pas tout le temps. Mais Non. en tout cas, je suis ultra honorée et super ravie d'être là avec toi et passer ce bon moment avec Faut toi. pas avoir de stress. Comme j'ai Je dit dans l'Actu sais, Clap, on parle de toi. je T'inquiète pas, moi, sais. c'est ma force à moi de mettre les gens à l'aise. Donc t'inquiète pas, tout va bien se passer. Pour être honnête avec toi, si j'ai voulu t'interviewer, c'est tout simplement parce qu'on s'est rencontrés en fait à tous les cours sont permis. Et tu as justement projeté en fait un court-métrage qui pour moi était plus que touchant parce que je me suis en premier lieu senti concerné. Mais à travers ça, je n'ai pas vu que ça. J'ai vu une personne qui avait une plume, qui avait une écriture. Et en fait, l'histoire, elle était tellement profonde que je ne sais pas si c'est ton histoire personnelle ou si c'est juste de l'imaginaire, mais je pense qu'il doit avoir un lien justement avec ta vie personnelle. Et pour moi, c'était en fait important de mettre ça en avant, de t'interviewer, de mettre en avant ton travail parce que franchement, tu as un travail qui est juste incroyable. Et voilà pourquoi aujourd'hui j'ai accepté de tout simplement t'interviewer. J'ai voulu t'interviewer. Waouh, ça me touche énormément déjà que tu sois venu voir le film. C'était un très bon moment en plus. Il y avait un très bon public et vraiment j'ai ressenti un amour de fou. En plus, c'était pour la rentrée. Ouais, c'était aussi, c'était en la plus. première de cette saison. Donc, Et on du fait coup, une grosse dédicace à la part de la Villette, le fondateur, tout ça. Franchement, vous faites un travail ouf. Et du coup, ben, voilà, comme tu le sais, dans l'Actu Clap, l'objectif, c'est de vraiment parler de ton parcours personnel comme professionnel. Voilà, on parle de ta vie à toi. L'objectif, c'est de mettre toi en avant, de te valoriser, de savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer justement dans le cinéma, pas dans le cinéma. Victoria, c'était, je ne sais pas en fait à quel âge tu as trouvé l'inspiration pour te lancer dans le cinéma, mais ce qui m'intéresse, c'est que dans ton cours, en fait, on se rend compte que vraiment, je pense qu'il y a une histoire avec ton, je pense il y a un lien avec ton histoire à toi personnelle. Je me trompe ou pas du tout? non, non, tu vises dans le mille, Du carrément. coup, on va commencer à parler de toi justement, de ton enfance. Mm. C'est Victoria, c'était quel genre de personne quand elle était jeune? Waouh, j'étais très vive. Euh, je me souviens, ma mère elle me l'a dit il n'y a pas longtemps que quand j'étais petite, j'aimais trop aller fouiller dans ses affaires, mettre du maquillage, mettre ses manteaux, etc. Et quand il y avait surtout les oncles et tantes au salon, j'aimais trop rentrer au salon en mode bonjour tout le monde. Et ma mère m'avait engueulée parce que j'avais touché son maquillage. J'aimais faire rire mes copains, mes cousins, mes cousines. En fait, j'aimais beaucoup entendre les rires autour de moi. Ouais, j'ai vécu en banlieue, je viens d'Orléans de base. D'accord. Et ouais, j'ai vécu toute ma vie en banlieue et moi, j'ai pas une image qu'on peut retrouver dans les médias très sombre ou grisâtre. Moi, mon quartier, les bâtiments à l'époque, ils étaient un peu rose pâle, tu vois, c'était un quartier rose. On faisait tout le temps des fêtes des voisins, tu vois, dehors. Il y avait beaucoup de couleurs, enfin, je vois beaucoup de couleurs, en tout cas dans mon enfance. Et j'ai eu la chance de grandir aussi avec une maman qui écrivait des contes africains. Donc, du D'accord. coup, j'ai toujours eu cette image de maman avec sa feuille de papier et son stylo bic. Elle écrivait sur une petite table avec sa lampe, tu sais, les vieilles lampes des années 90 jaunes là. C'est très bien. Je me souviens très bien à côté de sa machine à coudre, elle écrivait des contes et ensuite elle venait nous les conter avec ma sœur avant de dormir et elle nous disait alors ça va, c'est bien, c'est bien. Et en fait ma maman elle faisait partie d'un petit collectif de mamans dans le quartier. Tu en avais qui venaient de Turquie, du Maroc, de Colombie, du Portugal, etc. Et en fait, ces mamans se réunissaient dans un petit local au quartier. Elles écrivaient toutes leurs contes de chacune de leur pays. Et ensuite, elles faisaient des tournées des écoles. Et donc, du coup, j'ai toujours eu cette image de maman qui narrait en fait les histoires tout le temps, tout le temps. Et ensuite, la mairie a proposé justement à ces femmes de faire une scène.
c'était dans la grande salle des fêtes de Saint-Jean-de-la-Ruelle où j'ai vraiment eu mon enfance là-bas. Et c'était la première fois que je voyais ma maman sur scène, en fait. Et comment te dire que j'ai eu les yeux comme ça, parce que, je sais pas, j'avais l'impression de voir une étoile, tu vois. À ce moment-là, t'avais quel âge? Oh, c'était en 2001, donc 6 ans, 7 ans. Et donc, du coup, ouais, j'ai toujours eu cette image de ma maman qui écrivait. Donc, du coup, sur moi, j'ai toujours un stylo. Bon, dans mon petit sac, j'ai toujours un stylo quelque part ou un bout de papier ou un carnet. Parce que ma maman je sais pas, elle m'a transmis cet amour aussi de l'écriture, des mots. Je me souviens qu'à chaque fois que je lui demandais, maman, comment on dit ce mot, comment on écrit ce mot, elle dit, va chercher dans le dictionnaire. Donc du coup, j'ai appris comme ça, tu vois. Et ouais, c'est un peu ma mère qui m'a transmis ce goût aussi pour l'écriture déjà. Et tu me parlais de mon enfance, bah, j'ai grandi avec plein de films de mon papa. Ma mère, elle aimait beaucoup regarder les Maboké, c'est des théâtres congolais. Je connais pas Donc, du du tout. coup, c'est vraiment des théâtres vraiment assez comiques, voilà, issus du Congo RDC. Mais je me souviens que j'ai grandi aussi en regardant beaucoup de films en noir et blanc sur Arte, justement. Et maman, elle aimait beaucoup me laisser devant cette chaîne, vraiment en mode c'est exceptionnel. Mais je sais que comme tu aimes bien Charlie Chaplin, Oui, c'est vrai qu'on avait parlé ouais, le jour j'aime de ta maman beaucoup encore, ça. ouais. J'aime beaucoup Mr Bean, Jim Carrey, ces acteurs, Louis de Funès. C'est des acteurs qui ont comment on va dire, des actions même physiques. En fait, ils ont des facilités à transmettre des émotions exactement. à travers juste leur paraître, en Ouais, fait, leur sans paraître, forcément parler. Ouais, c'est là exactement. où ils sont très forts. Et tu parles de ça parce que quand j'étais petite, j'avais beaucoup du mal à parler, à dire des mots. Ça sortait pas. Donc, du coup, ma seule façon de m'exprimer, c'était soit en faisant des signes, le visage, les expressions, ou l'écriture. Ah, mais c'est beau quand même ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui se limitent des fois dans la manière de s'exprimer. Et il y en a, c'est à travers la musique, d'autres, c'est à travers plein d'autres choses. Et le fait que toi, tu y arrives justement par les gestes, en fait, je comprends tout de suite les références que tu me donnes en fait dans les personnes qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré justement pour te lancer. Parce que c'est des personnes qui, comme tu as dit, voilà, comme on le disait juste avant, ils ont cette facilité à transmettre des émotions. Et moi, je trouve ces personnages-là très très forts. Et je l'avais toujours dit que je sais pas si les gens y percutent. Que ce soit les Charlie Chaplin et surtout Mr Bean, c'est des acteurs qui ont réussi en fait à nous transmettre des choses, des messages, à nous faire rire sans parler. Exactement. Et c'est pour ça que justement, si je ne me trompe pas, c'est Khabib, ou je ne sais plus comment il s'appelle, là, celui qui fait ce geste-là là, tout le temps. Oui. Lui, pareil, ben, voilà, enfin, qui est italien. Bah, pareil, en fait, lui, c'est ce qu'il expliquait. En fait, sa grosse force, ça a été ça, parce qu'il a réussi aussi à nous transmettre le même genre d'émotions. Et je trouve ça tout simplement fou. Mais ce qui est beau aussi dans ce que tu dis, c'est en fait, par rapport au cinéma, tout était déjà tracé. Parce que, comme tu as dit, tu aimais bien entendre les rires, tu aimais bien faire rire les gens, tu aimais bien faire du spectacle. Et je pense que, indirectement, en fait, c'est ce qui t'a amené justement vers le cinéma. Après, je sais que, voilà, c'est. De toute façon, on s'en cache pas, hein, c'est une réalité. La communauté congolaise, dans l'artistique, ils sont connus pour être très très forts. Et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi avec ça? Parce que c'est vrai que les Congolais, vraiment, dans l'artistique, moi, ils m'ont toujours impressionné. Bah, disons que j'ai grandi un peu dans un monde où, autour de moi, en tout cas, la musique a toujours été présente. Ma maman, elle m'a toujours incité un peu à m'exprimer aussi par les arts. Bah, très tôt, elle m'a inscrite au conservatoire, en fait, dès l'âge de, je sais pas, peut-être 9 ans, 10 ans. Ah oui, donc ça, Ouais, c'est d'accord, j'ai 9 ans, 10 commencé ans. par le théâtre, comédie musicale, la danse, etc. Et ma sœur a suivi, mon petit frère a suivi. Euh, j'ai une tante qui est aussi scénariste, qui est au Canada. J'ai mon grand-père qui est écrivain, qui était prof aussi de lettres, de français au Congo. Enfin voilà, j'ai toujours grandi un peu en tout cas, dans ma famille où on aimait beaucoup l'artistique, énormément. Donc ouais, peut-être indirectement, ouais, ça vient de là. Après, le peuple congolais, ils sont un peu comme les Américains. Juste dans leur manière de parler. Juste dans Se leur- donne en ils, se- spectacle. ils sont déjà dans le show. Ils sont déjà dans le show, dans tout ça. Donc forcément, ouais. Donc ouais, moi, ça m'étonne même pas, en fait. C'est-à-dire que, bon, après, voilà, t'es parti avec un avantage. Et c'est très très bien parce que ça t'a amené à faire tout ce que tu as fait aujourd'hui. Bien sûr que tu as encore énormément de choses à faire, mais ça t'a amené à tout ça. Mais du coup, tu as commencé par les conservatoires, comédie musicale et tout ce qui s'ensuit. Le cinéma, c'est venu à quel moment dans ta vie?
C'est-à-dire que quand tu t'es dit, je vais commencer à écrire mes premières histoires, mes premiers textes, c'est venu à partir de quel âge? Oh mon Dieu. Ah, Parce que si l'histoire de ton court-métrage est à un point, enfin, a du sens avec ta propre vie, il y a un moment donné où tu es tombé en dépression. oui. Voilà. Donc c'est pour ça que j'essaye de jauger en fait à quel moment, je sais Oh. pas trop. Mais ouais, donc ça a commencé quand le cinéma? C'était avant la dépression ou après la dépression? C'était avant ma dépression. Je sais que à l'école, j'étais toujours douée à. Quand je suis allée rendre des rédactions, tu sais, en français, où il fallait soit inventer des histoires ou écrire quelque chose, ou peu importe, en fonction de notre imaginaire, j'étais quand même assez douée dans ce domaine-là. J'avais des tonnes, mais quand je dis des tonnes de carnets, de brouillons remplis d'histoires, mais vraiment, si peut-être si je retrouve ça dans les cartons, dans mon garage peut-être, mais en tout cas, je me souviens que j'adorais écrire. Et pour te dire même à partir de quand, je sais peut-être à partir dès que j'ai eu un stylo dans les mains, je pourrais te sûrement, tu vois. Et mais vraiment, le cinéma, je crois que quand mon papa, il a eu, on n'avait pas cette culture d'aller au cinéma déjà dans ma famille. Notre cinéma, c'était devant la télé. Le soir, même le dimanche soir, quand il y avait des films à la télé, c'était ça notre cinéma. Et mon père, en fait, il avait deux billets de cinéma qu'il a eu par son travail. J'étais très jeune, très 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 jeune, genre peut-être 8 ans. Et il nous avait accompagnés, ma sœur et moi, dans ce cinéma pour aller voir Kirikou, en fait. Et c'était la première fois que je m'étais... Kirikou qui est un très très beau film d'ailleurs. Ah mais Parce clairement. que les gens ils sont là dans les clichés, mais Non, non, c'est il est le... incroyable. Tout le monde connaît l'histoire de Kirikou tellement c'est impressionnant. Le mec qui l'a écrit, je me rappelle pas de son nom, ou si c'est une femme, je sais pas, mais franchement incroyable histoire. Ouais, Je tiens à carrément. préciser, c'était une parenthèse, excuse-moi. Non, t'inquiète pas. Mais ouais, je me souviens que c'était la première fois que j'allais dans un cinéma, que je mettais les pieds dans un cinéma, et que même, tu sais, quand t'es face à un écran, t'es dans les sièges rouges comme ça, et que tu regardes un film, c'est pas pareil, t'es dans ton Bah salon. oui, c'est sûr, parce que en plus de temps, il y a les gens, il y a les réactions des gens, les Ouais. rires des gens, donc forcément il y a quelque chose. Et je me souviens, mon papa, il nous avait juste laissé ma petite sœur et moi, et après, il était parti. Et on est rentré dans cette salle. Et en fait, juste le fait d'être devant cet énorme écran, je sais pas, ça m'a fait quelque chose, physique en tout cas. On a vu le film, on est ressorti, j'ai tenu la main de ma petite sœur comme ça. Et j'étais assez bouleversée. Pourtant, tu sais, Kirikou, je l'ai en cassette aussi, hein. Ouais, mais au cinéma, c'est pas la même C'est pas la sensation, même ouais, non, c'est chose, vrai. tu vois. Et je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Et après, avec les films que j'ai à la maison, comme je te disais avec Charlie Chaplin, pour même te donner une autre anecdote, tellement que j'adorais regarder Charlie Chaplin à la télé. On avait les vieilles télés à l'ancienne, hein, les télécathédrales, Ouais, là, avec les- même avec l'écran qui bombait Ouais, comme ouais. ça. Et ma mère, elle aimait trop mettre les napperons en dentelle aussi, ça cachait comme... Ouais. Bref. Et moi, j'étais peut-être folle, peut-être je suis folle, je sais pas. J'adorais me mettre devant la télé tellement j'étais absorbée par les mouvements de caméra, les mouvements des corps, tu vois, que je me mettais vraiment la tête collée, en fait, à l'écran pour voir, comme si je voulais plonger dedans. J'étais tellement prise par les mouvements de caméra, par tous ces films, par tout ce jeu d'acteurs, le corps, tout ça, que je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Et même, tellement j'adorais Charlie Chaplin, excuse-moi, que j'adorais Dans un la peu gestuelle, l'imiter, ouais. ouais, tu vois. Et ma mère, elle m'observait comme ça, elle m'a dit, peut-être tu vas faire du théâtre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du théâtre et à écrire, etc. Mais ouais, je pourrais te dire à ce moment-là que le cinéma, ouais, ça m'avait frappé avec le film de Kirikou et Charlie Chaplin et Mr Bean. Du coup, tu as commencé le théâtre. À ce moment-là, c'était quoi la première sensation quand tu as pris tes premiers cours? Parce que c'est vrai que généralement, il y a pas mal de réalisateurs qui sont passés par la case acteur avant. Ouais. Et il y en a des fois qui testent en fait en tant qu'acteur, ça leur plaît pas du tout parce qu'ils ont plus cette facilité à diriger une équipe, à vraiment enfin, diriger les acteurs en leur disant joue là plus comme ci, plus comme ça. Toi, justement, est-ce que tu as commencé par la case en tant qu'actrice avant ou tu es directement passé à la réalisation? Comment t'en parles, en tout cas, du ressenti que tu me donnes, j'ai l'impression qu'en vrai, toi, d'entrée de jeu, en fait, tu as analysé tellement de choses, en fait, comme tu as dit, dans la gestuelle, dans le jeu. Donc, je pense que la réalisation, c'est peut-être un truc que tu as enchaîné tout de suite. Ouais, je crois que je vais te dire beaucoup d'anecdotes parce que Mais c'est c'est... ton moment. Hein. C'est ton moment, mais tu peux te faire plaisir autant que tu veux. Je me souviens à mon 9e anniversaire,
mon père avait l'habitude de demander à un ami qui est photographe et caméraman de lui prêter la caméra pour justement filmer les anniversaires, les souvenirs. Donc du coup, c'était vraiment un gros caméscope que tu mettais sur l'épaule et tu filmais comme ça la famille. Et moi, j'adorais quand on avait la caméra. Je demandais toujours à mon papa, papa, je peux avoir la caméra, je peux avoir la caméra, s'il te plaît, s'il te plaît. Et j'adorais, genre, filmer, genre, ma mère faire des gros zooms sur les visages, filmer comme ça, etc. Et en fait, pour mon 9e anniversaire, ma cousine, elle m'avait filmé, elle m'a dit, vas-y, tu prends trop la caméra, vas-y, mets-toi devant la caméra. Et j'étais en mode, ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Et ma cousine, elle me pose la question, du coup, voilà, présente-toi. Je dis, bon, bah voilà, je m'appelle Victoria Neto et tout. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai 9 ans. Et, elle me pose la question, bah, tu veux faire quoi quand tu seras plus grande? Et je lui dis, oh, je sais pas. Et en plus, même à ma façon de répondre, c'était presque innocent, tu vois. Comme dans un rêve, mais je lui dis, oh, je sais pas, peut-être actrice ou réalisatrice. Mais ultra anodin, innocent, une petite fille qui parle, tu vois. Et j'avais repris la caméra parce que je lui avais dit, vas-y, donne-moi la caméra, je vais te filmer. Et j'avais tous mes cousins et cousines qui étaient dans ma chambre. Et je me suis dit, ah vas-y, c'est trop l'occasion de filmer, faire un sort de film d'horreur et tout. Et je lui disais, j'ai commencé à diriger comme ça, mais sans savoir que c'était de la direction d'acteur. Il dit, ouais, vas-y, quand tu arrives, tu fais ça. Et après, je vais faire comme ça avec ma caméra. Et après, on va faire comme ça. Et j'avais 9 ans. La caméra, en plus, c'était grave lourd, mais j'adorais avoir la caméra dans mes mains. Et je faisais ça avec ma caméra, je les filmais. Bon, après, bon, évidemment, c'était mes cousins, ils n'étaient pas du tout sérieux et tout. Et j'avais laissé la caméra. C'est déjà, mine de rien, une première expérience. Hein. Mais ouais, mais sans me rendre compte. Ouais, ouais. Je te jure. Et vraiment, quand j'ai regardé ces images-là, quand on regarde ça à la télé avec le caméscope et tu mets la cassette, à l'époque, c'était à l'époque des cassettes, regarder ça et je me suis souvenu de ce passage. J'ai dit, oh, à cet âge-là, je parlais comme ça en mode, ouais, je vais être réalisatrice sans savoir que ça allait impacter même aujourd'hui ma vie, tu vois. Je savais pas du tout. Mais à ce moment-là, ouais, non, mais c'est très bien. Mais à ce moment-là, donc du coup, une fois que tu t'es dit, voilà, je vais faire réalisatrice, tu as commencé à prendre des cours de théâtre, etc. Donc tu avais déjà commencé à écrire. Moi, en fait, là où j'essaie de comprendre en fait ton parcours, c'est qu'à un moment donné, tu avais entre guillemets plein d'échappatoires pour pouvoir justement ne pas tomber en dépression. Ouais. D'ailleurs, on va parler de la dépression. Est-ce que ça te dérange qu'on en parle ou pas du tout? Non, non, au contraire. D'accord, ok. À ce moment-là, tu as eu le déclic, voilà, que tu étais faite pour devenir réalisatrice, que tu avais tout, vraiment, tu avais ta plume, ton stylo. Généralement, les personnes qui tombent souvent en dépression ou qui sont en dépression, ils cherchent souvent un échappatoire pour ne pas avoir cette sensation de dépression. Et c'est pour ça que pas mal d'artistes, en vrai, quand on creuse dans leur parcours, et surtout ceux qui ont bâti des très très belles choses dans l'artistique, souvent on apprenait que c'était des très grands dépressifs. Mais le seul moment, entre guillemets, où ils étaient bien, c'était le moment où ils étaient productifs dans leur activité, que ce soit dans le cinéma, le théâtre, la réalisation, chanteur, danseur, tout ce que tu veux. Maintenant, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que comment tu as fait indirectement pour tomber en dépression, sachant que tu avais justement comme échappatoire l'artistique. Ah, point sensible. Alors, ok, c'est dur, hein. Si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. Hein, Non, vraiment. mais je vais en parler parce que c'est le résultat qui m'a amené à faire PEMA, du coup. Mais je crois que j'ai toujours été dépressive. En tout cas, j'ai eu des moments où c'était de manière assez périodique, en gros. Et j'ai eu des traumas, des très gros traumas dans mon enfance qui m'ont affectée et que j'ai dû grandir, enfin, j'ai dû faire avec et grandir avec. J'ai vu des psychologues, mais tu sais, c'est des psychologues soit de l'école, etc., mais j'arrivais pas vraiment à en parler. Et en fait, j'ai eu mon bac. Pour commencer, j'ai eu mon bac. Je suis tombée amoureuse. J'ai eu un gros problème de cœur avec cette personne qui m'a brisé le cœur. Et
voilà, il fallait que j'avance quand même, tu vois, parce que toute ma vie, j'ai eu des profs qui m'ont... Quand je leur disais que toujours dans, tu sais, quand tu fais tes choix de métier ou de vœux, c'était toujours le cinéma et on me cassait en deux pour me dire mais tu feras jamais du cinéma avec tes résultats. Je me souviens quand j'étais au lycée, l'année de mon bac, mon professeur principal avait convoqué ma maman. Il nous avait emmenés dans un bureau miteux en dessous les toits, je ne sais pas c'était quel bureau. Il pose comme ça, il se met en face de nous et il dit au vu des résultats de votre fille, peut-être on pourrait la diriger vers un CAP ménage, sachant que ma maman est femme de ménage. Ouais, ça c'est très... c'est pas facile à entendre ça. Dire ça devant ma mère qui est femme de ménage, ça m'a cassé en deux. En fait, je me suis sentie tellement nulle. En plus, moi, je suis aînée de famille. J'ai une pression de fou malade sur mes épaules. En mode, je dois être presque la fille parfaite, la sœur parfaite. Oui, parce que t'es l'exemple. L'exemple parfait, tu vois. Parce qu'on compte sur moi. Et moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, oh, vas-y, je vais faire des études, je vais avoir un diplôme, je vais faire des choses bien pour que mes parents soient fiers de moi, tu vois. Et j'ai eu quand même mon bac avec mention. Mais je savais qu'après mon bac, que je voulais pas vraiment faire d'études. Mais je me suis quand même forcée et je suis partie dans une école de BTS Com parce que en fait, je savais pas où aller. Et en fait, au final, au fond de moi, c'était du cinéma que je voulais faire, mais je savais pas par quoi faire, passer, par qui. Bref, et... C'est-à-dire que d'entrée de jeu, en fait, que ça soit dans la vie de tous les jours, les aléas de la vie de tous les jours t'ont déjà un petit peu brisé. Ouais. Et on va dire que toi, tu t'es dit, je vais quand même aller de l'avant et avancer avec tout ça. Mais derrière ça, en fait, c'est quand même dur parce que généralement, on entend les conseillers ou conseillères d'orientation qui te disent, oui, voilà, cinéma, c'est pas vraiment un métier. Ça a changé aujourd'hui avec le temps. Et franchement, merci. Parce qu'il y a des gens qui ont quand même compris que être dans le cinéma, c'est un métier. C'est pas juste un truc qu'on fait comme ça ou juste de l'art comme ça. Et c'est quand même un métier. Il y a du travail derrière et tout. Mais c'est quand même dur ce qu'il t'a dit là, ce prof ou directeur. C'est incroyable. Et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tu tombes vraiment en dépression. Je suis désolé, c'est parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, ça me travaille dans la tête et je me dis, c'est quand même ouf qu'il y ait des personnes comme ça, en fait, qui te brisent. Mais je pense que cette personne-là, en fait, au fond de lui, a vu son potentiel et je pense que peut-être c'est quelqu'un qui aurait peut-être aimé avoir cette intelligence, ce mindset où il n'en avait pas les moyens, en fait. Mais je pense qu'après, il y a aussi des profs qui ont aussi leur propre frustration et qui, malheureusement, le transmet aussi aux élèves et que c'est pas la bonne façon parce qu'ils ont aussi des blessures internes qui ne sont pas guéris, mais au lieu de les guérir et faire en sorte de les guérir, ils vont peut-être l'amplifier, soit en transmettant leur frustration sur nous, et ça n'a pas manqué, c'était sur moi. Mais même ma dépression, c'était un petit bout, tu vois. Et pour même te raconter ensuite, je suis partie faire mes études en dehors d'Orléans. Ça n'a pas marché parce que l'école... où j'ai fait mon BTS était extrêmement cher et je m'en suis voulu parce que j'ai mis mes parents financièrement dans la merde. Et ah non, mais vraiment, ça, c'était une époque où même dans le frigo, il n'y avait rien, tu vois. Et quand ma mère même a préparé à manger, ou soit des morceaux de poulet, je laissais ça à mes petits frères ou à ma soeur parce que je lui disais, c'est plus eux qui en ont besoin et c'est à cause de moi, en fait, tout ça. C'est comme si j'étais le déclencheur de plein de trucs. Et ensuite, après ça, justement, je décide d'arrêter, de me prendre en main. J'ai fait une année sabbatique, mais même dans mon année sabbatique, j'essaie de me rapprocher d'éléments qui étaient plutôt artistiques. J'ai fait un service civique après, dans un collège. Mais voilà, je me cherchais encore, tu vois, et... Je commence à dire, au pire, je vais reprendre mes études et je vais faire une licence d'histoire de l'art. Je me dis, le cinéma, c'est pas fait pour moi. Tu sais, j'essaie de m'éloigner du cinéma, mais tout le temps, tu vois, tout le temps. Tu peux essayer tu forces de ouf, mais il y a toujours soit quelqu'un, soit un élément, soit un truc qui te ramène vers ce chemin-là. Et... je fais quand même ma licence, j'ai quand même des bons résultats, etc. Et en fait, un jour, j'avais un partiel d'anglais.
La veille de mon partiel d'anglais, en fait, au lieu de réviser, je prends ma copie double et je commence à écrire. Je commence à écrire une sorte de scénario. Je n'avais jamais écrit de scénario à l'époque. Et je commence à taper sur Internet comment écrire un scénario. Je regarde des tutos YouTube. Je vais sur le site la CNC où ils ont une rubrique la scénariothèque et je lis tous les scénarios en une nuit. Et je commence à écrire un scénario, un brouillon, je ne sais pas ce que je fais, mais j'écris quand même. J'avais mon partiel d'anglais à côté. J'avais mon partiel d'anglais la veille, j'avais quand même un petit peu révisé, je ne suis pas folle quand même. J'arrive toute cernée devant ma prof. Ça, c'était en 2017, il n'y a pas si longtemps. Hein. Et j'arrive devant cette prof et je commence à faire mon oral. Et d'un coup, je me bloque. Et là, c'est comme si j'étais toute paralysée. Et je commence à pleurer, mais presque pleurer à chaud, tu vois. Et la prof, elle me regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis, mais en fait, madame, j'ai plus envie de me mentir à moi-même, j'ai plus envie de mentir à mes camarades, j'ai plus envie de vous mentir, j'ai plus envie de mentir à tout le monde, parce qu'en fait, au fond de moi, j'ai envie de faire du cinéma. Et elle me regarde comme ça. Elle était en train de prendre des notes pour mon partiel et si je passe ou pas l'année prochaine. Elle me regarde comme ça, bloquée. Elle me dit, ok. Elle pose son stylo, elle me dit, viens t'asseoir à côté de moi. Et je pleure, et elle me dit, vraiment, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis, mais en fait, j'ai envie de faire du cinéma, mais je ne sais pas comment le dire à ma mère. Je ne sais pas comment le dire à ma mère. Parce que sachant qu'avant, tu avais, forcément, comme tu avais cette sensation de les avoir un peu mis dans le pétrin, tu n'as pas osé te dire, en fait, je repars sur autre chose, parce que sinon, ça aurait été une déception totale de leur part, ouais, je comprends. Exactement. Et en fait, moi, en plus, j'avais fait une promesse à ma mère en mode, ouais, je vais reprendre mes études, tout va aller bien, j'aurai mon diplôme et je vais avoir un bon travail. Tu vois, le chemin classique, tu vois. Et là, que j'échoue. J'aime pas trop le mot échouer, mais que je rate encore, enfin, tu vois, que je... L'échec, c'est la meilleure des écoles. Tu vois? Il faut savoir une chose, l'échec, en fait, les gens essayent de te dire que c'est quelque chose de négatif, mais c'est dans tous les cas quelque chose de positif, parce que c'est quelque chose qui te fait avancer. Donc l'échec, tu peux dire le mot échec. Je sais que dans la tête des gens, c'est bizarre de dire, ouais, mais échec, ça fait genre... Ouais, c'est péjoratif. Rien à voir. L'échec fait partie de la réussite, justement, et c'est aussi une clé du succès. Donc, mais je te jure, j'avais encore l'impression d'échouer, en fait. D'échouer, de ne pas être cette fille parfaite, que même on m'impose aussi d'être, tu vois, que ce soit dans ma famille ou même aux yeux presque de la société, j'avais l'impression de toujours échouer quelque part. Que ce soit à l'école, qu'on me disait que j'étais toujours nulle. Parce que la société, généralement, veut nous mettre dans des cases. C'est ce que je dis tout le temps. Une personne qui va venir, qui va dire je vais faire du foot, on va lui dire t'es complètement fou. On va quand même faire de la mécanique. En plus, c'est toujours les mêmes trucs. Hein. Mécanique, plomberie, électricité, toujours pareil. Ménage, attention, tout ça, il faut des gens dans tous les domaines. Hein. Oui, c'est pour ça sûr. qu'il y a plein de métiers, il n'y a pas de sous-métier. Mais c'est que quand une personne en fait, elle a la volonté et l'envie de faire quelque chose, je pense qu'il faut prendre le temps de l'écouter. Mais vu que dans la tête des gens, c'est quelque chose qui paraît impossible parce qu'ils te disent oui, il y a un pourcentage de personnes qui réussissent. Bah, mais tu vois, dans ce que tu dis, ce qui est beau, c'est que tu parlais d'échec juste avant. Tu dis oui, j'avais encore l'impression d'échouer. Mais imaginons, et même imagine-toi que tu n'aurais pas du tout assumé cet échec. Aujourd'hui, tu serais où? Ça se trouve, tu serais en bas de mou, tu serais en dépression. Je sais pas où je serais. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. Donc je pense que ce moment d'échec devait arriver. Je pense que c'était aussi le bon moment parce que... Mais tu as été très courageuse. Hein. Je viens de te dire que c'est vraiment... en plein milieu d'un partiel, s'il te plaît. Ouais, parce que c'est vraiment, comme tu as dit, en plein milieu d'un partiel qui te permet justement de savoir si tu passes à la classe supérieure ou pas. C'est comme si on te dit, tu as la dernière porte à ouvrir, dernière ligne droite, et tu dis, ah bah finalement, je veux plus. Grave. Après, quand tu le regardes comme ça, oui, c'est sûr que ça paraît ouf, mais tu as été extrêmement courageuse. Et franchement... Et même, on parlait de prof tout à l'heure, cette prof a été d'une grande écoute et je l'ai même remerciée dans le générique de mon film Pema parce que elle m'a dit une chose, c'est que quand je lui disais ouais je sais pas comment le dire à ma mère, elle m'a dit mais tu sais que tu peux réaliser tes rêves, et puis tu dis que tu n'arrives pas à parler à ta mère mais ça reste ta maman, dis-lui. Je te jure je n'arrivais pas même comme bloqué tu vois. Je dis mais comment je vais faire? Oui, parce que tu avais peur de sa réaction, tu avais peur et puis même on parle pas dans ma famille, enfin comment arriver devant maman et dire bah voilà je vais plus faire ça et j'ai envie de faire du cinéma, même si c'était une personne qui m'encourageait dans ce domaine, dans le milieu artistique, mais elle avait aussi des espoirs en mode bah peut-être l'artistique c'était un loisir et tout voilà, mais et un diplôme parce que moi j'ai pas eu cette chance là d'avoir un diplôme.
Donc du coup, j'avais toute cette pression-là et je me souviens même, le jour même, quand ma prof elle m'a dit, voilà, parle à ta mère. Elle m'a dit, bon, t'inquiète pas pour ta note et tout. Et je suis partie, je suis rentrée chez moi. Tellement j'avais même pas la force, en fait, même de l'appeler au téléphone ou même de rentrer à Orléans, de prendre le train et de rentrer à Orléans. J'ai pris mon téléphone, je suis partie sur Messenger. Je lui ai envoyé un pavé comme ça, de messages avec les premiers mots. Pardonne-moi, maman, mais j'ai envie de faire du cinéma. Et quand je lui ai envoyé le message, les premiers mots de ma maman, c'était « Ok, si tu as envie de faire du cinéma, fais du cinéma. Mais ça va être dur, ma fille. » Et je me souviens très bien de ces mots parce que c'était écrit en gros, en majuscule, parce que tu sais, les mamans, les majuscules, les minuscules, tu vois, quand ils écrivent. Mais c'était écrit « Ouais, ça va être dur, ma fille, mais si tu as envie de faire du cinéma, fais du cinéma. » Et là, quand elle m'a dit ces mots, c'était comme si c'était paf, genre, Ouais. tu vois. En fait, tu as eu l'aval de la personne qui, généralement, aux yeux de tout le monde, est la personne la plus importante, à nos yeux. Ah, mais ma mère, c'est ma reine. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, si là, tu as ta maman qui t'a porté, parce que tu sais, souvent, ils ont tendance à dire que le cordon, tu sais, on le coupe physiquement à la naissance, mais ce cordon-là, en fait, il est jamais brisé. Il est Ah, toujours lié, mais tu vois. Et toujours. là, quand tu as l'aval de la personne qui t'a porté, qui t'a, entre guillemets, vu échouer, réussir, échouer, bien, pas bien, qui te dit, OK, d'accord, j'avais mis tous mes espoirs sur toi pour que tu fasses telle ou telle chose parce que moi, j'ai pas eu cette chance. Mais t'es ma fille, parce que moi, comment je le vois, en fait, comment je le ressens, c'est t'es ma fille, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton bonheur. Je te fais confiance parce que justement, tu as ce courage, déjà de me le dire, tu as ce courage d'aller au bout de tes rêves et c'est peut-être quelque chose qu'elle n'a pas réussi à faire, peut-être par le mode de vie, parce qu'on sait que nos parents, les anciens, c'était beaucoup plus compliqué pour qu'ils réalisent pardon, leurs rêves et tout ça, c'était encore plus complexe qu'aujourd'hui. Et là, je pense qu'elle s'est dit, bah écoute, moi, ce qui m'intéresse, ma fille, c'est ton bonheur. Si t'es pas épanoui dans ce que tu fais ce que tu veux faire, mais fais le bien. Oui, Clairement, c'est ça en c'est fait. exactement ça. C'était en mode fais le bien quand même. Et donc, du coup, j'ai. Mais c'est ouf qu'elle t'ait fait confiance, hein, franchement. Mais de fou. C'est même impressionnant. Et tu sais, des fois, souvent, on a tendance à avoir peur des réactions. On se dit, ouais, j'ai peur de dire ça à ma mère ou j'ai peur de dire ça à un proche parce que comment il va réagir. Et des fois, en fait, juste tu le dis, juste la personne en face, elle va voir ta sincérité et elle va avoir une bienveillance quand tu vas le dire et ça passe. Ça passe et tu te dis, mais en fait, pourquoi je ne l'ai pas dit plus tôt? Ça, c'est ce que tout le monde se dit en fait. Et même là, ça rejoint même avec l'histoire de Pema pour te dire même la genèse un petit peu de Pema. Bah après ça, tu vois, je suis partie chercher sur Internet parce que je ne savais pas où aller. Parce que, maman, elle me dit, ok, vas-y, mais par où, par quoi, par qui, qu'est-ce qui se passe, comment faire? Et comme j'avais aussi cette expérience où je voulais plus que mes parents financièrement soient en galère, je me suis dit, bah, je vais me prendre en main. J'ai commencé à travailler en usine, les intérims, j'ai enchaîné des boulots, vraiment ménage, usine, 5 heures du matin. Après, en fait, comme je me suis dit, pourquoi pas reprendre mon premier amour qui était le théâtre, bah, je me suis réinscrite au conservatoire. Et pour payer le conservatoire, bah, j'ai travaillé en usine. Après, l'après-midi, j'allais au conservatoire. Après, je dormais pas beaucoup parce qu'à 5 heures du matin, il fallait que je retourne au travail. Et après, je faisais ça. Et au bout d'un moment, après, mon corps, il a lâché. Et j'avais pris aussi connaissance qu'il y avait l'association Mille Visages aussi à Paris. Donc, je faisais aussi les allers-retours là-bas. Et je faisais ça tout le temps. Au bout d'un moment, mon corps, il a fait stop. Je suis tombée au travail, en plein travail d'usine. Paf, je suis tombée de fatigue. Et je me suis dit, bon, change de travail. Et j'ai commencé après à travailler en temps partiel dans un cinéma qui m'a permis de mettre de côté et pour m'acheter du matériel. Parce que, je t'ai dit, dans la veille de mon passé d'anglais, j'ai commencé à écrire un scénario. Un scénario. C'était Pema? Non, c'était pas Pema. Mais c'était un film dont là, le prochain qui va arriver. Okay. Et j'ai écrit un scénario. J'en ai même écrit 2 même. En une soirée, je suis folle. Je crois que j'ai eu une poussée d'adresse. J'ai écrit 2 scénarios. Et avec l'argent que j'ai récolté avec mes travails en usine, bah, je me suis acheté une caméra, des lumières. Et j'ai demandé à des copains du conservatoire saoudite de faire un film avec moi. Et j'ai commencé comme ça, en fait, à faire des petits films en autodidacte, etc. Et il y a un pote à moi qui m'a parlé d'une résidence d'écriture scénario. Il m'a dit, bah, tiens, tu devrais t'inscrire et tout. Et je me suis inscrite, ça s'appelle Cyclique, c'était à Orléans, la région centre. Et j'ai écrit mon scénario là-bas. Et j'ai rencontré le directeur
qui m'a parlé de la Fémis. Et il m'a dit, bah, pourquoi pas que tu t'inscrives et tout là-bas. Je savais pas c'était quoi la Fémis. Donc du coup, je dis, vas-y, ouais, peut-être et tout. Et avec le même ami, on va à un festival de cinéma. J'avais 2 tickets. Je lui dis, vas-y, viens avec moi, on monte sur Paris, on va à un festival. Et là-bas, on rencontre un ancien élève de la Fémis qui nous parle de cette école. Je dis, encore la Fémis, c'est quoi cette école? Je revois sur Internet la renommée de l'école. Je dis, mais MDR, jamais de la vie, je vais rentrer là-bas. Et il me dit, mais appelle, renseigne-toi et tout. Je dis, ok, bon. De toute façon, vu le parcours que t'avais vraiment plus rien à perdre. Là, il fallait tenter le tout pour le tout. Et donc, du coup, ouais, mon ami qui était avec moi, lui, il a tenté avant moi et il a réussi. Et c'était en plein période de Covid, etc. Et je crois que ma dépression, elle a commencé vraiment vers cette période-là parce que autour de moi, j'avais plein de gens qui réussissaient. Genre des potes qui réussissaient en danse. Ma petite sœur qui est chanteuse, elle a fait The Voice, elle faisait des collabs après avec d'autres artistes. Mon pote avec qui j'ai commencé le conservatoire, qui lui réussit à rentrer dans l'école de la Fémis. J'ai mes cousins qui réussissent dans le sport, dans le foot, etc. Et ma mère qui me regarde comme ça en me disant mais je pensais que tu voulais faire du cinéma, regarde, un tel a réussi, regarde ta sœur, regarde ton ami, regarde machin. Et ça m'a paralysée parce que dans ma tête, j'avais cette promesse-là. J'ai dit, mais moi, je te jure que je vais réussir, tu vois, je l'avais promis. Et me voir là, encore une fois échouer, ma propre petite sœur qui réussit, tu vois, mes cousins, tout ce monde-là autour de moi qui réussissait. Et moi, j'étais là, plantée, tu vois, Forcément, ça met un coup. Et en plus, généralement, il y a... Bon, après, les parents, je pense vraiment pas que c'est... Moi, je ne critiquerai pas les parents sur ça parce que voilà, il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a pas d'éducation parfaite, voilà. Et en fait, les parents ne se rendent pas compte que quand en fait, ils passent leur temps à comparer en disant regarde un tel, regarde le fils de l'ami d'un tel. Et en fait, il y a... Bon, parce qu'en fait, tu te sens rabaissé à ce moment-là. Et en fait, si tu n'as pas les épaules solides et tu n'as pas un mindset solide, en fait, tu peux tout lâcher. Et peut-être c'est ce qui amène à ta dépression. En plus, tu tombes dans cette période de dépression où il y a le Covid qui arrive et tout. C'est assez complexe parce que tout le monde, indirectement, en tout cas, peut-être n'est pas tombé en dépression, mais beaucoup de gens se sont remis en question. C'est pour ça que quand je regarde depuis 2022-2023, il y a énormément de reconversions professionnelles parce que les gens, ils ont commencé à prendre conscience de pourquoi ils étaient faits, vers quelle direction ils voulaient aller et ne plus, entre guillemets, se laisser imposer des directives dans les métiers ou autres par rapport à l'État ou la société. Mais les parents, malheureusement, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, à ce moment-là, en fait, ça nous rabaisse énormément. Donc du coup, à ce moment-là, tu tombes, je pense, en dépression. Je suis tombée en dépression, mais hardcore, jusqu'à... Même pour faire pipi. Sortir de mon lit, faire juste 3 pas, aller aux toilettes juste en face de ma chambre, c'était impossible. Sortir de chez moi, impossible. Vraiment, il fallait que, en plus, comme j'avais le permis et la voiture, pour faire des courses, j'étais un peu la seule qui pouvait conduire. Donc, du coup, ça me demandait un effort surhumain pour sortir. Je ne parlais pas parce que parler de la dépression avec mes parents, on ne parle pas de ça. On ne s'exprime pas chez nous. Déjà, on ne s'exprime pas déjà énormément sur l'aspect sentimental. Exactement. Sur les émotions, mais alors là, parler de la dépression. Ouais. Et en plus, à cette époque-là, ma mère a prié beaucoup. Enfin, c'est une personne très pieuse déjà de base, mais voilà, avec le monde et tout, enfin voilà, quand le monde qui change, voilà, elle voulait vraiment se sentir en sécurité dans la prière, donc elle se mettait à prier. Donc du coup, quand elle ne me voyait pas sortir, à toquer à ma porte, elle me disait, mais d'habitude, tu descends même pour manger le petit-déj avec moi. Là, je te vois plus, tu es toujours dans ta chambre, qu'est-ce qui se passe? Ah, vraiment là, tu devrais même prier, etc. Tu sais, elle me parlait comme ça, elle disait, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, elle me voyait, mais elle ne comprenait pas pourquoi j'étais bloquée dans ce lit. Et inconsciemment, je ne savais pas que j'étais en train de creuser ce creux, presque, je dirais pas une tombe, mais littéralement, ça, c'est presque, tu vois. Ouais. Je n'étais pas consciente de ça. Et pour te dire que tellement il fallait que
je reprenne mon souffle parce que littéralement, je ne pouvais plus respirer. Ouais, tu te sentais énorme, souvent oppressé. Oppressée, et puis même, il y a tellement d'éléments dans PEMA. Le côté de ma chambre et le côté de ma petite sœur, on dormait dans la même chambre. Tu pouvais littéralement voir presque une séparation en deux, parce qu'en plus nos lits sont carrément comme ça, tu as un côté et un côté. Le côté de mon côté, c'était tellement un bordel monstre, et le côté de ma sœur, c'était clean nickel. Et en plus, le fait qu'être dans cet état-là devant ma petite sœur aussi, ça m'a tué. Elle me voyait tous les jours presque dans ce lit, en plus avec mes draps bleus qu'on retrouve même dans PEMA. Presque Oui, c'est ce que tu avais expliqué, parce que dans Ouais. PEMA, c'est vraiment ton lit, comme tu m'as dit. Ouais. L'élément en Ouais, fait. l'élément, ouais. Et plus la couleur bleue, ça ressemble à l'eau. J'avais l'impression de me noyer littéralement en fait. Il fallait que je m'en sorte, et j'avais appelé mon ancien professeur du conservatoire. Est-ce qu'on peut se voir? Et j'avais pris vraiment mon courage à deux mains, même pour sortir tout ça, ce chemin pour aller le voir et prendre un petit café. On s'est baladé après au bord de Loire, on a marché. Je lui ai parlé comme ça, je lui ai dit, mais il y a un truc qui marche pas chez moi, il y a un truc qui va pas, je sais pas, j'arrive pas à sortir, je suis coincée. Coincée physiquement aussi dans ma chambre, mais coincée à l'intérieur aussi. Il y a un truc qui est verrouillé, tu vois. C'est horrible. Cette sensation, je la connais. Donc, comme je t'ai dit, la dépression, c'est quelque chose que j'ai connu aussi. Mm. Après, les degrés, je ne sais pas si c'est les mêmes, mais en tout cas, ce que tu évoques me parle énormément. J'étais coincée, mais à l'intérieur, comme si même ici, en fait, c'était coincé, tout était bloqué, en fait. Ouais, Et t'as vraiment la sensation en fait d'être gonflé de partout. oui, T'as là, l'impression exactement. je Tu vois, ouais, je sais ce que c'est. et même presque ton corps, j'avais l'impression d'être lourde tout le temps, que même un pas, c'était comme si je soulevais une tonne à chaque pas. Et je disais à mon prof presque de l'aide, en fait. Parce que j'aimais beaucoup ce prof-là, j'aimais beaucoup parler avec ce prof. Parce que même quand j'étais au conservatoire, et justement, le fait que je me suis rendu compte que je n'aimais pas tant que ça être devant la caméra, mais derrière, parce que j'aimais beaucoup plus observer mes camarades sur scène que moi être sur scène, en fait, au final. Et enfin bref, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce prof-là, parce qu'il me disait, bah écoute, si tu as envie de t'asseoir et être à côté de moi et observer tes camarades, fais-le, moi ça me dérange pas. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup ce prof, et que instinctivement, je l'ai appelé pour presque lui demander de l'aide. Il m'a parlé, on a beaucoup parlé, et le soir même, je suis rentrée à 2h du matin, j'ai ouvert mon ordinateur, et je me suis inscrite pour la FEMIS. Il me restait que 5 jours, en fait pour s'inscrire, parce que les inscriptions se fermaient. Et j'ai fait mon dossier en 5 jours et j'ai envoyé. Et je me suis dit, ça passe ou ça casse. En fait, j'étais tellement dans une posture où vraiment c'était soit je me laissais couler. Et en plus, bah, toi qui connais un peu la dépression, on est dans ces moments-là de autodestruction. Des mots tellement durs que tu te perçois dans ta tête. Je pleurais tous les soirs et presque je mettais mon coussin sur moi pour pas que ma soeur m'entende. Parce que, tu te rappelles, hein, faut que je me monte tout en forte devant ma petite soeur. Je dois être bien, tu vois. Il faut pas que je lui montre que je suis faible. Parce que dans ma tête, depuis toute petite, mes parents, surtout mon papa, me disaient ne montre jamais tes émotions, ne montre jamais que tu es faible, ne montre jamais que tu pleures. Même devant moi, tu dois pas pleurer. Tu sais, ce genre de choses. Tu sais que cette phrase, en fait, elle est impressionnante parce que je me dis qu'en tant que femme, tu l'as subie. Mais imagine-toi, nous, en tant que garçon, on nous dit que tu dois toujours être fort, que tu dois pas subir tes émotions. Or qu'en vrai, on a été créé naturellement avec des émotions, tu vois. Mais exactement. Mais cette phrase, elle est très dure à entendre. Parce que mon moi, papa me le répétait vraiment. Ouais, je me rappelle parce que j'avais perdu pas mon grand-père, mon beau-père, qu'une personne que j'appréciais. Enfin, du moins, en tout cas, je me suis encore plus rendu compte que je l'appréciais quand j'ai appris qu'il était décédé, parce qu'ils étaient séparés, lui et ma mère, tu vois. Et moi, je me rappelle, j'étais en formation à ce moment-là, et la formatrice, elle me dit, oui, il faut pas que tu pleures, t'es un homme, faut être fort.
Mais à ce moment-là, en fait, c'est pas les mots que tu as envie d'entendre. Sur l'instant T, tu sais, t'encaisses parce que tu dis oui, tu sais, t'es pas bien, t'es triste, t'es loin, tu dis vas-y, j'accepte. Mais avec le recul, je me suis dit, elle peut pas me dire ça. Mais après, comme j'ai dit encore une fois de plus, j'ai compris que c'est dans l'éducation qu'on lui a donnée. Que l'homme, il doit toujours être fort, ne pas pleurer, etc. Après, bien sûr que oui, l'homme, il doit quand même avoir une certaine posture, mais les émotions, en fait, assumer entre guillemets ses émotions, c'est pour moi ça, être ce qu'ils appellent un bonhomme. Tu vois, genre vraiment le truc bonhomme, là, en mode, bah pour moi, c'est ça. Ouais. Bah écoute, il fallait que je m'en sorte en fait et je me suis inscrite et j'ai envoyé mon dossier et j'ai eu la surprise d'être présélectionnée pour passer après les oraux. Pendant cette période-là, j'avais mon pote qui avait réussi à rentrer à la FEMIS, donc il m'avait invité sur son tournage, donc du coup voilà, je sortais de petit à petit, tu vois. Et je passe l'oral de la FEMIS et à la fin de la journée, la responsable m'appelle et elle me dit bah, écoutez Victoria, j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que vous êtes admise à la FEMIS. Et ça a été quoi ta sensation à ce moment-là, quand tu as vu tout ton parcours? Vraiment, en fait, si tu veux, le matin même, quand je suis arrivée pour passer l'oral, je me suis dit Victoria, enlève tout ça, vas-y avec ce que tu as en fait. Et même en termes de références, j'avais des références d'hommes et femmes afro qui faisaient du cinéma. J'ai vraiment tout dit. J'ai dit voilà, c'est telle référence, c'est telle personne qui m'inspire. C'est pour ça que j'ai envie de faire du cinéma parce que j'ai envie de changer un peu ce monde-là avec nos histoires. J'ai envie de raconter des histoires qu'on ne voit pas aux écrans. J'ai envie de raconter tout ça parce que moi-même j'ai besoin de ça aussi, tu vois. C'est de ça qu'on se nourrit, hein, de l'artistique. Exactement, donc du coup, j'ai parlé comme ça, je suis sortie. Et je me suis dit, limite dans ma tête, je me suis dit, oh, je sais pas et tout. Parce que pendant que je parlais, pardon, hein, mais la directrice, elle était sur son téléphone. Donc du coup, j'étais en mode, ok, peut-être j'ai raté et tout, donc je suis sortie. Et elle m'appelle comme ça. Je prenais mon Blablacar pour aller à Orléans, pour rentrer chez moi. Je rentre. Téléphone. Victoria, vous êtes admise. Et je commence à pleurer à chaudes de larmes. Parce que je me suis dit, toute ma vie, on m'a dit que je n'arriverai jamais à faire du cinéma, que ce soit des profs ou même des proches à moi. On me mettait dans la tête que les gens comme nous, MDR, ça ne fait pas du cinéma, tu vois, et un vrai diplôme, et un vrai travail. Alors que généralement, on a les plus belles histoires à raconter. C'est vraiment pas pour faire le mec. Ouais, mais c'est vrai. Mais généralement, bref, on va pas rentrer dans un sujet qui peut fâcher, mais les personnes vraiment issues de certains pays, on va dire, ou qu'ils appellent difficiles aujourd'hui, ont des vraies histoires à raconter. Et tu sais ce que je trouve hyper impressionnant, et c'est là que je me trompe pas en fait enfin, c'est pour ça que je suis content aussi de t'avoir interviewé et de t'interviewer là actuellement, parce que tu te rends compte que tu as réussi à être prise, à être acceptée dans cette école, et même par rapport à tout ton parcours, en étant dépressive. Alors imagine-toi si aujourd'hui tu es au top de ta forme, mais qu'est-ce que tu es capable de faire en vrai? Mais moi, je sais pas. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que je pense que oui, en fait, Pema, je pense que c'est. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti à travers l'échange qu'on a eu après la projection à la Villette, à la part de la Villette. Je pense que quand tu l'as fait, que tu l'as réalisé, que tu l'as vu, ça a dû être pour toi une thérapie. Dans le sens où tu as dit c'est une guérison. Tu as dit, en fait, là maintenant, parce que si tu as déjà réussi à le mettre, à le faire vivre à travers un court-métrage, et c'est lié à ton histoire personnelle avec des moments touchants, des moments impressionnants sur lesquels on va revenir quand on parlera du film, pour moi, c'est que tu arrives déjà vers la guérison. Si tu arrives à en parler, limite, sans avoir vraiment sans pleurer, comme on dit, c'est déjà le premier pas qui te mène vers la guérison. Et comme je t'ai dit, vraiment, mais il faut que tu sois vraiment fier de toi. Moi, en tout cas, je suis impressionné parce que tu as réussi à faire tout ça en étant en dépression. Oui, et dis-toi que c'est fort ce que tu dis parce que quand j'ai eu la bonne nouvelle de rentrer dans cette grande école, je suis rentrée chez moi à la maison. La première chose, c'était maman, j'ai réussi. Elle était dans le salon, il y avait mon papa et ma maman. C'était devant la télé, comme ça, mon papa, il mangeait, tu sais. Et je suis arrivée comme ça, je dis maman, j'ai réussi. J'ai réussi. Et genre, j'avais vraiment les yeux comme ça, tu vois. Maman, j'ai réussi à rentrer dans l'école, maman. J'ai réussi, tu vas voir, je vais accomplir ce que je t'avais dit. Je dis bravo ma fille. Elle dit bravo ma fille.
Et en fait, ce qu'ils font, la famille, c'est qu'ils t'envoient une lettre d'admission, un peu à l'américaine, hein, félicitations, vous êtes admise, etc. Donc ma maman, elle me dit, ouais, t'as une lettre. Et j'ai pris cette lettre, je suis montée dans ma chambre, je lui lis cette lettre. Je dépose cette lettre après sur la table, et en levant la tête, parce que je faisais un grand ménage dans ma chambre, en levant juste la tête, je vois un creux dans mon lit. Je t'avais dit, je ne me rendais pas compte que je faisais Oui, ce parce que creux. toi, tu étais en train de te noyer. Ah oui, mais clairement. Bien sûr. Donc, tu sais, j'enlève tous les draps, je fais un grand ménage parce que quand tu es en dépression, en tout cas, je parle de mon point de vue, j'avais un bordel pas possible autour de mon lit. Je te disais, le côté de ma soeur, de ma petite soeur, Ouais, c'était en fait, tu clean. voyais clairement la différence. La différence C'était était jour et vraiment nuit. distincte, tu vois. Et j'ai fait un grand ménage, j'enlève les draps que j'avais pas changé depuis des mois. Genre, je fais un ménage, j'avais de la poussière, j'avais des mouches mortes partout. J'enlève tout ça, tu C'était vois. vraiment l'état de dépression. J'aère. Il était 11 h du matin, je me souviens très bien de cet horaire. Et c'est comme si, tu sais, la lumière du jour apparaît comme ça, sur le creux. Et je vois presque l'empreinte de mon corps dans mon matelas. Comment te dire que tellement j'étais bouche bée, je me suis assise sur le lit de ma soeur comme ça. Et je suis restée En regardant le. bloquée sur cette image de cette empreinte de mon corps dans le matelas. Et je me suis vraiment fait cette réflexion, en fait, c'est littéralement la métaphore physique de ma dépression. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait, j'étais malade, en fait, enfin, dans le sens où j'étais en dépression, littéralement. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis levée, j'ai demandé à mon petit frère qui était là, je l'ai appelé et je lui ai dit, viens voir s'il te plaît, aide-moi à prendre le matelas. Il pesait 1 tonne, j'avais littéralement l'impression qu'il pesait 1 million de kilos, genre. Et avec mon frère, on descend les escaliers, on le met dans le garage, et je vais voir ma maman, je dis, maman, il faut qu'on change mon matelas. Et elle dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on change de matelas parce que j'ai mal au dos. Et elle me dit, mais Victoria, j'ai pas l'argent, il faut que tu demandes à ton père et tout. Je dis, mais maman, il faut vraiment qu'on change mon matelas, je veux plus dormir dans mon matelas en fait. Et de toute façon, je l'ai enlevé. Et elle me dit, ok, bah, en attendant, on prend un matelas de secours et on verra plus tard. J'ai pris le matelas et j'ai refait mon lit genre au carré, genre. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais écrire sur ma dépression. Je vais écrire sur ma dépression. Et c'est même à ce moment-là aussi que j'ai trouvé même le prénom de mon personnage de mon film qui s'appelle Murphy. Parce que, en fait, c'était par rapport avec mes rêves, etc. Donc, du coup, j'ai commencé à regarder. Donc, du coup, c'était Morphée, Murphy. Par rapport aux rêves, parce que quand j'étais en dépression, je me réfugiais beaucoup dans mes rêves et je dormais beaucoup, en fait. Donc, voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, quand j'ai vu le creux de mon lit, que je vais écrire sur ma dépression. C'est à ce moment-là, en fait, que tu as décidé d'écrire ton histoire. Ouais, j'ai eu le déclic, ouais. Tu as eu le déclic. Du coup, comment s'est passée la réalisation? Est-ce que ça a été quelque chose de difficile? Est-ce que, vu que justement tu t'es rendu compte de tout ça, avec l'admission dans ton école, tu l'as écrit, on va dire, d'une traite et tu t'es dit, vas-y, j'y vais? Et moi, ce qui m'intéresse surtout après, mais on va en revenir après, c'est quelle a été la réaction de tes parents quand ils ont vu justement ce film? Mais on va commencer par la base. Est-ce que déjà ça a été quelque chose de simple à écrire ou pas du tout? Pas du tout. Mais comment écrire quelque chose que moi-même j'ai eu du mal à m'avouer? Comment même le dire aux autres? Parce que il faut savoir que quand je suis rentrée à la FEMI, j'ai fait le programme La Résidence, donc c'est en 1 année, donc ultra accéléré. Donc tu as 6 mois de cours théorie, et après le reste de l'année, c'est préparation de ton film et tournage et post-production. Donc du coup, moi je savais que dès que je mettais les pieds dans cette école, je voulais être la plus sincère possible avec moi-même. Déjà avec moi-même, avant les autres. Donc du coup,
je savais que déjà c'était sur la dépression, mais même mon histoire, je savais même pas que j'allais utiliser ma propre histoire en fait pour créer ce film. Et c'est en parlant avec mes productrices, Anaïs Lonqueux et Léna Bapt, que, que même elle m'a dit, mais meuf, écris sur ton histoire. Parce que tu sais, je te parlais comme ça, tu sais, je parlais de mon parcours. La même chose que je viens de te dire dans l'interview, c'est la même chose que je disais à mes productrices. Et elles me disaient, mais parle de ça. Parle de ta dépression, de comment tu t'es sentie. Parce qu'au final, on n'a jamais vu ça vraiment au cinéma français. Donc, du coup, mais moi, j'étais en mode. Ou du moins, on l'exprime très peu. Il y a très peu de sujets ou de films, séries qui abordent ça, en tout cas dans le cinéma français. Tu vois. Donc, du coup, elle me dit, vas-y, écris sur ça. Donc, au début, c'était tellement difficile parce que. Avant d'écrire sur la dépression, je n'avais jamais avoué à mes parents que j'étais dépressif. Et au final, en fait, j'ai écrit ce film pour mes parents. Comme je ne pouvais pas parler, c'est par l'écriture, en fait. Et c'était tellement long, l'écriture, très douloureux, mais d'une... Tu sais, quand on te dit, ouais, sortir les tripes, j'avais là, littéralement, de me prendre un couteau, ouvrir et sortir. C'était tellement dur. Je passais des nuits à pleurer, à tourner dans ma chambre là, de 18 mètres carrés parce que je ne savais pas quoi dire. Je savais même les mots s'exprimer sur ça parce que c'était des mots que même moi, je n'avais jamais dites en fait. Après, c'est un sujet, enfin, pour la situation dans laquelle tu étais, c'était un sujet très très sensible à ce moment. Ah, exactement. Donc, ouais, c'est pas simple de mettre des mots, comme tu as dit, sur quelque chose qu'on n'a jamais exprimé. Et tout à l'heure, tu as dit le mot thérapie, c'était une autothérapie, l'écriture, parce que à défaut d'aller voir un psy, ou du moins à ce moment-là, moi, j'avais que l'écriture un peu comme remède, un petit peu pour me soulager. C'est une des meilleures, pour moi en tout cas, à titre personnel, c'est une des meilleures thérapies, l'écriture. Et j'expliquerai pourquoi après. Mais en tout cas, sache que l'écriture de ce film a été douloureuse et très longue. Je suis passée par des phases où presque je voulais arrêter, des phases où je voulais même plus parler de ça, parce que ça faisait trop mal. C'est normal. Et aussi parce que j'avais peur aussi de la réaction de mes parents, mais peur aussi de la communauté, parce que au final, je mettais en scène la vulnérabilité d'une femme noire à l'écran. On a toujours eu, ou du moins de ce que je vois, cette étiquette, tu sais, la femme forte noire, l'homme noir fort, presque invincible. Tu sais, comme si on pouvait tout supporter, comme si on pouvait tout surmonter. Tu vois, on est des durs, nous, tu sais, on est des bonhommes, on est des femmes, on va pas se laisser abattre. Donc du coup, je me suis dit, mais comment je vais écrire une histoire où je mets en scène, déjà ma propre histoire, mais aussi l'histoire de cette jeune fille qui est dans sa totale vulnérabilité. Une situation où elle n'est pas là en mode ouais, je suis une meuf, tu vois. Mais franchement, les personnes qui te poussent à le faire, elles ont eu raison. Et honnêtement, ça parle à énormément de personnes. Parce que avec le temps, forcément, vu qu'on est constamment en évolution, beaucoup de gens se rendent compte qu'en fait, on a tous le même problème. Il y a des choses qu'on aurait aimé exprimer, aimé dire, aimé évoquer. Et malheureusement, vu que dans nos cultures, c'est pas quelque chose de normal, moi, je veux pas trop spoiler parce que je veux aussi les gens ils aillent le voir d'eux-mêmes pour qu'ils se fassent leur propre image. Mais l'image de quand en fait on te ramène à l'église sous prétexte que limite t'es possédé carrément ou que t'as le diable qui t'habite, tout simplement parce que t'es en dépression ou que t'es malade, moi je te dis honnêtement, c'est une des images qui m'a pardon, qui m'a le plus touché en tout cas dans ce court-métrage parce que je me suis dit, tu te rends compte qu'en vrai la personne elle est juste malade, mais jusqu'où ça arrive en fait, que limite être en dépression, c'est quelque chose où t'es fou, t'as un problème, enfin, alors qu'en vrai non, c'est juste que t'es malade, t'as besoin de t'exprimer, d'évoquer des choses et ça m'a tout simplement touché parce que comme tu as dit, oui, effectivement, on nous demande toujours d'être des durs à cuire, d'être toujours fort par rapport à notre histoire, qu'on ne doit jamais baisser la tête, etc. Mais en fait, à un moment donné, comme j'ai dit encore une fois de plus, on est des créations en fait, humaines, on est imparfait et les émotions font partie de notre création, en fait, c'est comme ça. Donc
c'est assez complexe en fait. Enfin, je comprends ta position en fait à Tu ce vois. moment-là que tu es entre guillemets galéré à l'écrire. Parce que ouais, ça devait pas du tout être un moment simple. Parce qu'en fait, dans ta tête, ça devait être des combats perpétuels. D'un côté, c'est si fais-le, non, le fais pas parce que c'est pas dans ta culture. S'il faut que j'en parle, non, faut pas que t'en parles parce que les gens ils vont te démonter si tu te parles de ça. Ils vont te dire carrément que tu dénigres la communauté, etc. Or qu'en vrai, Mais tu touches tellement, vois. c'est tellement ça parce que j'avais très peur aussi, au-delà même de la révélation que j'allais faire à mes parents, parce que mes parents ont su pour ma dépression au moment où ils ont vu le film, ils savaient pas du tout. Ils avaient aucune idée de même de l'histoire que j'allais raconter. En fait, quand je suis rentrée à la famille, ils savaient que peut-être il y aurait un film et tout, mais aucune idée du sujet en fait, tu vois. Et ça a été quoi du coup leur réaction? Ils sont venus à la FEMIS parce que c'était lors de la remise des diplômes et la première diffusion de nos films de fin d'études. Ils sont venus d'Orléans sur Paris et je flippais ma race, littéralement, hein. Je suis à grosses gouttes parce que j'allais leur montrer le pourquoi de ce film. Et aussi parce que dans le film, je mets en scène quand même ma vie, donc mes parents, ma sœur, etc., moi-même. Donc du coup, j'avais très peur, en fait. Et ils ont vu le film. Et je me souviens très bien qu'à la fin de la séance, donc tout le monde descend à la cour, donc tout le monde parle, échange sur les films, etc. Et je descends et je vois mes parents là, en plein milieu de la cour. J'arrive et je marche vraiment comme une petite fille de 6 ans, tu vois, comme ça. Tête basse, hein, comme si j'avais fait une bêtise, trop bizarre. Je tremblais comme ça et ma mère, elle me regarde, elle me prend tout de suite dans les bras. Et elle me serre vraiment, elle me dit, Tara, je suis tellement fière de toi, mais pourquoi tu m'as pas parlé? Mon papa qui me serre aussi dans les bras, mais tu sais, qui fitait les papas, ils sentaient en mode, c'est bien. Ouais. Tu sais, il était Faut tellement... jamais montrer l'émotion. Ouais, mais je sentais il avait quelque chose, tu Il vois. était touché, ouais. Il était touché, il était muet, même presque, il se mettait en retrait, tu vois. Tête basse, il est comme Parce si qu'il ça l'avait ouais, il avait cette sensation de se dire en fait ma fille elle était pas bien pendant tant de temps et je l'ai pas sous vue, mes en yeux fait. et j'ai pas vu. Ouais, c'est ça doit être dur pour des parents aussi. Tu vois. Et même ma mère, comme elle me regardait, parce qu'elle m'a dit, mais tu m'as fait pleurer, ton film m'a fait pleurer. Pourquoi tu m'as pas parlé? Et je dis, mais maman, je pouvais pas te parler, parce qu'on parle pas. On n'a jamais parlé de ça ensemble. Jamais. Comment tu voulais que je te dise tout ça? C'est comme une sorte de coming out, mais dans le sens de la dépression, tu vois. Tu sais que tu te rends pas compte, mais tu as brisé une réelle barrière. Parce que c'est pas quelque chose de simple à faire. Et je te le dis, moi je le remarque en tout cas, ne serait-ce qu'à travers des gens, même des fois proches de moi. Des fois on dit, les parents c'est bizarre, ils s'expriment pas sur des choses. Mais en fait, tu ressens que eux, ils sont passés par cette étape où ils auraient peut-être aimé dire à leurs parents qu'à tel moment ils n'étaient pas bien, qu'à tel moment ils regrettaient d'avoir fait telle bêtise, peu importe, mais de parler vraiment sur cet aspect sentimental, émotion. Et vu que, comme tu as dit, chez nous, c'est pas quelque chose qui se fait, et surtout, et encore pire avant. Aujourd'hui, encore, je trouve on commence un peu plus à s'ouvrir parce que, voilà, on se rencontre, on se serait pas connus, tu m'aurais dit, ouais, t'as vu, moi, je t'envoie en dépression. Ah ouais, toi aussi? Et là, tu te sens compris. Et là, forcément, t'as plus cette facilité à t'ouvrir parce que là, tu dis, je suis face à une personne qui me comprend parce elle a vécu la même chose que moi. Mais eux, tu vois, ça, je dis, on peut pas leur en vouloir, comment ils sont arrivés, tu sais, eux, ils étaient en mode, ils veulent juste le bonheur de leurs enfants, ils travaillent comme des dieux, enfin, comme des malades pour le bonheur de leurs enfants et ils ont été éduqués comme ça. Donc, ouais, c'est ouf. C'est ouf. Ma C'est- petite sœur m'a c'est prise dans les complètement bras, mon petit frère. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu une réelle aussi évolution avec mes parents, ou même, tu sais, on a brisé cette barrière de la parole, du langage. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que maintenant, même encore aujourd'hui, ma mère, elle m'envoie des messages, comment ça va, mais pas genre en mode Juste ça pour va. dire comment ça va, ça va. Comment ça va? Est-ce que ça va vraiment? Ouais. Elle m'appelle. Victoria, si t'es stressée, ne sois pas trop stressée. Victoria, si t'as besoin, parle-moi. Et on parle, on peut rester au téléphone. Pour te dire qu'avant ce film, jamais j'aurais pu avoir des conversations de plus de 10 minutes avec ma mère. C'est fou, ça reste ma maman. C'est ma mère. Comment je n'arrive pas à parler à ma mère? C'est ouf. Et ce film a été une sorte de bénédiction parce que je parle avec mes parents, je parle.
La beauté du cinéma, elle est vraiment incroyable. C'est ouf, hein. C'est, Ça me donne c'est... envie presque de pleurer parce que vraiment, quand je te dis que on parle pas s'ouvrir comme ça à ses parents, c'est pas simple, tu vois. S'ouvrir comme ça et dire maman, je souffre, tu vois, c'est pas simple. Mais en tout cas, vraiment, tu peux être fier de toi. Tu peux Mm. être fier de toi parce que ce que tu as fait, c'est très très fort. Et vraiment, les personnes qui regardent cette interview, je vous conseille sincèrement d'aller voir son court-métrage. Canal+, vous allez dans la rubrique court-métrage. Après, il faut chercher. Parce que moi, en tout cas, sur ma box, c'est comme ça que ça se fait. J'ai pas le truc de la barre de recherche, ça s'appelle Pema. Vraiment, allez le voir parce que c'est un film incroyable. Il a touché énormément de personnes dans mon entourage, moi le premier. Et honnêtement, je vous dis, vous n'aurez aucun regret et vous ne serez pas déçus en le regardant. On arrive à une question qui est pour moi plus que bénéfique. Du coup, à travers, qu'est-ce que tu dirais entre guillemets au cinéma si c'était une personne physique parce que de ce que ça t'a apporté? Parce que voilà, à travers l'interview, dans notre échange, on a vu ce que ça t'a apporté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais au cinéma par rapport à tout ce que ça t'a apporté aujourd'hui? Waouh. Il y a tellement de choses, mais en tout cas, ce que je pourrais dire, en tout cas, pour ma part, c'est que euh, donnez-nous l'opportunité quand même de raconter nos histoires. On a tellement de choses à dire, à montrer. Donnez l'opportunité à des auteurs, autrices afrodescendantes de raconter des histoires, des choses que nous-mêmes on a besoin pour s'inspirer. Et surtout, si je pourrais dire à d'autres personnes qui veulent aussi se lancer dans le cinéma, c'est foncez, n'ayez pas cette peur, cette voix qui vous dit vas-y, laisse tomber. Parce que vraiment, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup parce que je me rends compte qu'on a tellement de choses à dire et peut-être à notre échelle, on pourrait changer le monde. Donc, foncez. Comme d'habitude, on me laisse toujours bouche bée, j'ai rien à ajouter. Et en fait, je te vois vraiment très très ému en disant tout ça parce que Mm. je suis content parce que je ressens en fait à travers cet échange que c'est des choses que tu avais besoin d'exprimer, des choses que tu avais besoin de dire et je pense que ça te fait tout simplement du bien d'en parler. Et je tiens vraiment en premier lieu, moi, à te remercier pour avoir pris ce risque, cette initiative parce que c'est pas simple à faire, c'est pas tout le monde qui aurait accepté de le faire et il faut avoir vraiment extrêmement de courage pour pouvoir le faire. Donc merci à toi. Et franchement, je te souhaite je sais que voilà, j'ai même pas besoin de te poser la question, c'est quoi tes projets futurs? On a entendu qu'il y avait un autre court-métrage qui était en cours. Je suis vraiment impatient de le voir. Et j'ai aucun doute sur le fait que tu vas bâtir de très très belles choses dans le cinéma parce que à un moment donné, si même toi tu te dis est-ce que j'arrête, est-ce que je lâche pas, tu auras juste à regarder tout ce que tu as traversé et ça te donnera énormément de motivation pardon, pour aller de l'avant. Vraiment, merci à toi du fond du cœur et ça, en fait, je suis touché parce que c'est une interview vraiment où tu t'es vraiment ouverte et moi, en fait, tu m'as appris des choses. Ça me fait tilt parce que forcément, comme si je suis aussi passé par la dépression comme toi. Et merci. Parce qu'en fait, ça fait du bien de se sentir compris. Merci à ton court-métrage, à ta réalisation, avec toutes les personnes qui t'ont aidé. Merci à toutes les personnes, que ce soit de l'écriture, au clap, au décor, ce que tu veux, qui t'ont aidé pour ce court-métrage. Parce qu'honnêtement, il a parlé à énormément de personnes, comme je t'ai dit encore moi le premier, et des gens autour de moi. Et vraiment, grosse force à toi pour la suite dans le domaine du cinéma. Merci. Et tu as vraiment, vraiment toute ma force, toute mon énergie. Et comme je t'ai dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, une interview pour annoncer un court-métrage, un long-métrage, tes projets, tu m'appelles. Je suis là. Et comme je t'ai dit, voilà, vraiment merci. Je sais que je dis beaucoup merci, je radote. De toute façon, les gens commencent à prendre l'habitude maintenant. Mais c'est parce que vraiment, j'ai vraiment été touché par ton discours, par ce que tu as dit. Et merci du fond du cœur. Et comme je t'ai dit, ne lâche même pas, tu es en mission, tu as ta mission. Et franchement, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui, entre guillemets, a traversé les ténèbres et qui a réussi à avoir ce petit bout de lumière et qui aujourd'hui a réussi à arriver là où elle est aujourd'hui. Et ce qui est ouf, c'est que tu vois, tu as construit des choses. Parce que je ne veux pas dire que tu n'as rien construit, parce que ce serait mentir. Mais si on te donne la possibilité, tu auras encore énormément de choses à mettre en avant. Et franchement, j'espère que ça va le faire et merci à toi. Waouh, merci. Franchement, je pensais vraiment pas à verser une larme durant l'interview, mais ça m'a tellement touchée et tu mets vraiment en avant des histoires aussi, des personnes qui en veulent vraiment.
Mais après, comme tu as vu, on se connaissait pas avant. On se connaissait, Moi, je t'ai vu à on travers se le connaît court-métrage. vraiment Je pas. sais peut-être lire entre les lignes, je sais pas, mais en tout cas, à travers ce court-métrage, j'ai senti qu'il y avait un vécu, il y avait quelque chose en fait Ouais. qui, pour moi, était important de mettre en avant parce que ça peut aider et inspirer énormément de personnes. Et vraiment, merci à toi. Et comme j'ai dit, ben voilà, hein, on arrive à la fin de cette interview Oui. qui est plus longue que d'habitude, mais vraiment qui est plus qu'intéressante. Et vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram, à suivre son actualité. De toute façon, tout sera mis en description sur Insta, sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à la suivre. Énormément de personnes se reconnaîtront à travers sa plume parce que vraiment, elle a énormément de choses à véhiculer. Et du peu qu'elle a véhiculé, déjà, pour moi, c'est juste ouf. N'hésitez pas, comme j'ai dit, comme d'habitude, à donner de la force. Merci déjà à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder les interviews, qui prennent le temps vraiment de regarder tout ce qu'on met en avant. On se dit à très très vite pour des interviews du même style avec une qualité incroyable, avec des personnes qui auront des histoires inspirantes. Je vous dis ciao ciao la famille et on n'oublie pas que c'est là que tu clapes car Car c'est là que tu clapes. car c'est là que tu clapes. C'est pas grave, Ça arrive. c'est pas grave, on la garde comme ça. Ciao ciao la famille, à très vite.